Le brouillard londonien enveloppait les rues comme un linceul gris ce matin de novembre. Dans son appartement confortable de Whitehaven Mansions, Hercule Poirot ajustait méticuleusement sa cravate devant le miroir. Chaque détail de sa tenue devait être parfait, car l'ordre et la méthode gouvernaient chaque aspect de sa vie. Miss Lemon, sa secrétaire efficace, venait de terminer le classement du courrier matinal, avec sa précision habituelle. Un coup de sonnette urgent interrompit la tranquillité de l'appartement. Poirot fronça les sourcils, contrarié par cette intrusion dans sa routine soigneusement orchestrée. Miss Lemon alla ouvrir et revint accompagnée d'un homme d'une cinquantaine d'années, aux traits tirés et au regard anxieux. L'homme portait un uniforme de la marine britannique et des gouttes de pluie perlaient encore sur son imperméable. « Monsieur Poirot, je suis le capitaine Harrington de l'Amirauté », déclara le visiteur d'une voix pressante. « Je viens vous voir pour une affaire de la plus haute importance nationale. » Poirot lui fit signe de s'asseoir et observa attentivement son interlocuteur. Les mains du capitaine tremblaient légèrement, tandis qu'il retirait ses gants mouillés. « Des plans secrets concernant notre nouveau sous-marin ont disparu, » poursuivit Harrington après avoir accepté une tasse de tisane. « Ces documents contiennent des innovations révolutionnaires qui donneraient un avantage considérable à n'importe quelle puissance étrangère. » Il sortit un mouchoir de sa poche et s'épongea le front malgré la fraîcheur de la pièce. Poirot croisa ses doigts sur son gilet et pencha légèrement la tête. « Racontez-moi tout depuis le début, mon capitaine. » Les petites cellules grises d'Hercule Poirot ont besoin de tous les détails, même ceux qui vous semblent insignifiants. Le détective belge savait par expérience que la vérité se cachait souvent dans les détails négligés. Le capitaine expliqua que les plans avaient été conservés dans un coffre-fort au ministère de la Défense. Seules 4 personnes possédaient la combinaison. Lui-même, l'amiral Sinclair, le scientifique Léonard Marsh qui avait conçu le sous-marin, et Sir Robert Wentworth, haut fonctionnaire du gouvernement. La veille au soir, lors d'une vérification de routine, on avait découvert que les documents avaient disparu. « Aucune trace d'effraction, monsieur Poirot », ajouta Harrington d'un ton lugubre. « Le coffre n'a pas été forcé. Cela signifie que le voleur connaissait la combinaison. » Il baissa la voix jusqu'au murmure. « Nous avons un traître parmi nous. » Poirot se leva et marcha lentement vers la fenêtre, les mains derrière le dos. Le brouillard commençait à se dissiper, révélant les contours de la ville. « Cette affaire est effectivement grave, mon ami. Quand dois-je commencer mon enquête ?» demanda-t-il en se retournant vers son visiteur. « Immédiatement, si possible, » répondit le capitaine avec soulagement. « Un véhicule vous attend en bas. L'amiral Sinclair souhaite vous rencontrer dans l'heure. » Poirot acquiesça et se dirigea vers sa chambre pour prendre son chapeau et sa canne. Une nouvelle aventure commençait, et son instinct lui disait qu'elle serait particulièrement délicate. Le trajet jusqu'à l'Amirauté se fit dans un silence pesant. Poirot observait les rues de Londres défiler par la vitre de la voiture officielle. Le capitaine Harrington semblait plongé dans ses pensées sombres, mâchonnant nerveusement sa moustache. Les pavés mouillés réfléchissaient les lumières pâles du matin, tandis que la circulation matinale s'intensifiait progressivement. L'imposant bâtiment de l'Amirauté se dressa bientôt devant eux, ses colonnes grises évoquant la puissance de l'Empire britannique. Des gardes en faction scrutèrent minutieusement leurs papiers avant de les laisser passer. Poirot remarqua les mesures de sécurité renforcées. Patrouilles supplémentaires, vérification d'identité à chaque étage. La disparition des plans avait manifestement provoqué un branle-bas de combat général. Ils furent conduits dans un bureau austère, au 3e étage. L'amiral Sinclair les attendait. Un homme imposant aux cheveux blancs et au regard perçant d'aigle de mer. Sur son bureau s'empilaient des dossiers estampillés « Top Secret ». Une carte maritime était punaisée au mur, couverte de notations incompréhensibles pour le profane. « Monsieur Poirot, votre réputation vous précède », déclara l'amiral en lui serrant fermement la main. « Nous avons besoin de votre discrétion absolue
et de votre efficacité légendaire. Sa voix grave résonnait d'autorité, celle d'un homme habitué à commander. Cette affaire pourrait compromettre notre sécurité nationale, si elle n'est pas résolue rapidement. Poirot s'installa dans le fauteuil qu'on lui désignait et sortit son petit carnet. Parlez-moi de ces 4 personnes qui possédaient la combinaison du coffre. L'amiral échangea un regard avec le capitaine Harrington avant de commencer son récit. Chaque suspect devrait être examiné avec la plus grande attention. L'amiral Sinclair lui-même avait servi la marine pendant 40 ans avec un dossier irréprochable. Le capitaine Harrington était un officier décoré, marié avec 2 enfants. Leonard Marsh, le scientifique, était un génie de l'ingénierie navale, mais un homme solitaire, aux habitudes excentriques. Sir Robert Wentworth représentait le gouvernement, un politicien ambitieux, aux relations étendues. Chacun d'eux a été interrogé cette nuit, expliqua l'amiral en tapotant ses doigts sur le bureau. Tous nient catégoriquement être impliqués. Il tendit à Poirot une série de photographies des 4 hommes. Ils ont également tous un alibi pour la soirée d'hier, bien que certains soient plus solides que d'autres. Poirot étudia attentivement les photographies avec son monocle. « Et le gardien du coffre, qui a accès physique à la pièce où il se trouve ?» demanda-t-il sans lever les yeux. L'amiral expliqua qu'un garde était posté 24 heures sur 24 et que toutes les entrées étaient consignées dans un registre. « Je souhaiterais examiner les lieux du vol et interroger chacun des suspects, » déclara Poirot en refermant son carnet. « Et également, mon amiral, je voudrais consulter le registre des entrées et sorties pour les dernières 48 heures. » L'amiral acquiesça et donna des instructions au capitaine Harrington. L'enquête d'Hercule Poirot venait véritablement de commencer. Le capitaine Harrington conduisit Poirot à travers un dédale de couloirs austères jusqu'au sous-sol du bâtiment. L'air y était plus frais et sentait légèrement l'humidité. Des lampes électriques jetaient une lumière blafarde sur les murs de pierre. Leurs pas résonnaient sur le sol de marbre, avec un écho lugubre. Ils arrivèrent devant une lourde porte métallique gardée par 2 soldats au garde-à-vous. Le capitaine présenta les autorisations nécessaires et la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. La salle était petite, environ 4 mètres carrés, avec pour seul mobilier une table et une chaise. Au fond, encastré dans le mur, se trouvait l'imposant coffre-fort. Poirot s'agenouilla devant le coffre et en examina minutieusement la serrure avec sa loupe. Pas la moindre égratignure, pas la moindre trace de forçage. Le voleur avait effectivement utilisé la combinaison correcte. Il passa ensuite sa main gantée sur toute la surface métallique, cherchant des indices invisibles à l'œil nu. « La combinaison a-t-elle été changée récemment ?» demanda Poirot en se relevant. Le capitaine confirma qu'elle avait été modifiée il y a exactement 3 semaines, lors d'une mise à jour de sécurité de routine. Seules les 4 personnes autorisées avaient été informées de la nouvelle séquence de chiffres. Poirot examina ensuite la pièce elle-même, avec une attention méticuleuse. Il inspecta les coins, le plafond, cherchant la moindre anomalie. Près de la porte, il remarqua quelques fibres textiles accrochées à un clou légèrement rouillé. Avec des pincettes, il les récupéra délicatement et les plaça dans une petite enveloppe. « De quelle couleur était le manteau du garde de service hier soir ?» interrogea le détective. Le capitaine réfléchit un moment, avant de répondre que tous les gardes portaient des uniformes bleu marine. Poirot hocha la tête pensivement. Les fibres qu'il avait trouvées étaient d'un gris foncé, presque noir. Il demanda ensuite à consulter le registre des visites. Le document révéla que seul l'amiral Sinclair était venu vérifier le coffre la veille au matin. Leonard Marsh était passé l'après-midi pour déposer des documents supplémentaires. Sir Robert Wentworth n'était pas venu depuis 1 semaine, et le capitaine Harrington depuis 3 jours. Et le garde qui était de service hier soir, où puis-je le rencontrer? Poirot refermait déjà son carnet, ses petites cellules grises travaillant intensément. Le capitaine expliqua que le soldat Johnson serait disponible dans 1 heure. Il était actuellement en repos après sa longue nuit de garde. Poirot acquiesça et jeta un dernier regard circulaire dans la pièce.
Quelque chose le tracassait, un détail qui ne cadrait pas, mais il ne parvenait pas encore à mettre le doigt dessus. « Montrez-moi maintenant où travaille le scientifique Marsh », demanda-t-il en se dirigeant vers la sortie. Le laboratoire de Leonard Marsh se trouvait dans une aile séparée du bâtiment principal, réservée aux recherches scientifiques. Les couloirs y étaient plus lumineux, les murs couverts de schémas techniques et de tableaux mathématiques. Une odeur chimique flottait dans l'air, mélange d'huile et de produits inconnus. Leonard Marsh était un homme maigre d'une quarantaine d'années, aux lunettes épaisses et aux cheveux ébouriffés. Il les accueillit dans son laboratoire, encombré de maquettes, de plans et d'instruments de mesure. Des livres s'empilaient sur chaque surface disponible, créant un chaos organisé qui semblait n'avoir de sens que pour lui. « Monsieur Poirot, je suis dévasté par ce vol », déclara Marsh en retirant ses lunettes pour les nettoyer nerveusement. « Ces plans représentent 10 années de ma vie, des milliers d'heures de calcul et d'expérimentation. » Sa voix tremblait d'émotions sincères ou d'une imitation convaincante d'émotion. Poirot observait attentivement le scientifique tout en posant ses questions. « Où étiez-vous hier soir, entre 18h et minuit, monsieur Marsh ?» Le scientifique expliqua qu'il était rentré chez lui vers 19h, après avoir déposé des documents supplémentaires dans le coffre. « Mon domestique peut le confirmer », ajouta-t-il en désignant une pile de papier sur son bureau. « J'ai travaillé sur de nouveaux calculs toute la soirée. » Poirot demanda à voir ses calculs, et Marsh lui tendit plusieurs feuilles, couvertes d'équations incompréhensibles. Le détective remarqua que l'encre semblait fraîche. Les pages ne portaient aucune trace de manipulation répétée. « Ces documents que vous avez déposés hier, de quoi s'agissait-il exactement ?» questionna Poirot en rendant les feuilles. Marsh expliqua qu'il s'agissait de modifications mineures concernant le système de propulsion du sous-marin. Rien qui ne puisse compromettre le projet global si ces feuilles disparaissaient également. Le scientifique semblait sincère dans sa détresse, mais Poirot savait que les apparences étaient moins souvent trompeuses. « Avez-vous des difficultés financières, monsieur Marsh ?» La question posée avec douceur fit tressaillir le scientifique. Il admit à contre-cœur avoir quelques dettes de jeu, mais rien d'insurmontable. « Qui d'autre connaît les détails techniques de votre sous-marin ?» poursuivit Poirot en examinant une maquette posée sur une étagère. Marsh répondit qu'il travaillait seul sur les aspects cruciaux du projet, bien qu'il ait 2 assistants pour les calculs de routine. Ces assistants n'avaient cependant jamais eu accès au coffre. Poirot remercia le scientifique et promit de le tenir informé des progrès de l'enquête. En sortant du laboratoire, il se tourna vers le capitaine Harrington. « Cet homme cache quelque chose, mais je ne crois pas qu'il soit notre voleur. Conduisez-moi maintenant auprès de Sir Robert Wentworth. » Chapitre 5. L'homme politique. Sir Robert Wentworth recevait Poirot dans son bureau spacieux du ministère de la Défense, un contraste saisissant avec le laboratoire encombré de Marsh. Les meubles en acajou massif, les épais tapis persans et les portraits d'anciens ministres évoquaient le pouvoir et l'argent. Une immense fenêtre donnait sur la Tamise, où des péniches glissaient silencieusement. L'homme politique était élégant, la cinquantaine distinguée, avec une assurance qui frisait l'arrogance. Il accueillit Poirot avec un sourire calculé, celui d'un homme habitué à manipuler les gens. « Monsieur Poirot, je suis à votre disposition, bien que je trouve cette situation parfaitement absurde, » déclara-t-il en désignant un fauteuil de cuir. « Absurde, Sir Robert ?» Poirot s'installa confortablement et sortit son carnet. « Des plans secrets ont disparu, et vous trouvez cela absurde ?» Le ton était léger, presque aimable.
mais ses yeux verts scrutaient intensément son interlocuteur. Sir Robert eut un geste dédaigneux de la main. « Je veux dire qu'il est absurde de me soupçonner, moi, » précisa-t-il avec hauteur. « Ma carrière politique est irréprochable. Mes états de service parlent d'eux-mêmes. » Il se leva et se servit un whisky, malgré l'heure matinale. « Voulez-vous boire quelque chose ?» Poirot déclina poliment l'offre. « Où étiez-vous hier soir, Sir Robert ?» La question standard provoqua un sourire condescendant chez le politicien. Il expliqua avoir assisté à un dîner officiel à l'ambassade de France, en compagnie d'une cinquantaine d'invités prestigieux. Un alibi en apparence parfait, impossible à réfuter. « Le dîner s'est terminé à quelle heure ?» demanda Poirot, en notant soigneusement les détails. Sir Robert réfléchit un moment, avant de répondre vers 23h30. Il était rentré directement chez lui, où son épouse pourrait confirmer son arrivée peu avant minuit. Tout semblait parfaitement cohérent. Poirot changea de tactique. « Parlez-moi de vos relations avec les 3 autres détenteurs de la combinaison. » Sir Robert haussa les épaules, avec indifférence. Il respectait l'amiral Sinclair, considérait le capitaine Harrington comme un subordonné compétent et trouvait Léonard Marsh quelque peu excentrique, mais brillant. « Avez-vous des ennemis, Sir Robert? Des personnes qui pourraient vouloir vous compromettre ?» Le politicien éclata d'un rire sans joie. « En politique, monsieur Poirot, tout le monde a des ennemis, mais de là à imaginer qu'on me vole des documents pour me nuire. » Il laissa sa phrase en suspens, comme si l'idée était trop ridicule pour être formulée complètement. Poirot se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant les péniches sur la Tamise. « Merci de votre coopération, Sir Robert. Je reviendrai peut-être avec d'autres questions. » L'homme politique le raccompagna jusqu'à la porte, avec un sourire qui ne reflétait aucune chaleur réelle. Quelque chose dans son attitude mettait Poirot mal à l'aise, mais il ne pouvait définir précisément quoi. Le soldat Johnson attendait nerveusement dans une petite salle d'interrogatoire. C'était un jeune homme d'environ 25 ans, aux traits honnêtes, mais fatigué après sa longue nuit de garde. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il se tenait au garde-à-vous devant Poirot et le capitaine Harrington. « Asseyez-vous, mon ami, » dit gentiment Poirot, en lui désignant une chaise. « Je ne suis pas ici pour vous accuser, mais pour comprendre ce qui s'est passé hier soir. » Le jeune soldat se détendit légèrement et s'assit en lissant son uniforme. « Racontez-moi votre service depuis le début. » Johnson expliqua avoir pris son poste à 18h précises, comme d'habitude. La soirée avait été calme, sans aucune visite inhabituelle. Il avait effectué ses rondes de vérification toutes les heures, contrôlant que le coffre était bien fermé. Vers 22h, il s'était brièvement absenté pour aller aux toilettes. « Combien de temps êtes-vous resté absent ?» demanda Poirot en se penchant légèrement en avant. Le soldat rougit et admit avoir pris environ 10 minutes, peut-être un peu plus. Il avait eu un malaise passager, sans doute quelque chose qu'il avait mangé au dîner. Personne ne l'avait remplacé durant cette courte absence. Poirot échangea un regard significatif avec le capitaine Harrington. 10 minutes suffisaient largement pour qu'une personne connaissant la combinaison ouvre le coffre et dérobe les documents. Avez-vous vu quelqu'un dans les couloirs lorsque vous vous êtes rendu aux toilettes? Johnson secoua négativement la tête. Et ce malaise était-ce inhabituel pour vous? La question sembla surprendre le jeune soldat. Il admit que non. Il n'avait pas l'habitude de tels troubles digestifs. Son repas avait été pris à la cantine du ministère, comme chaque soir de garde. Rien ne semblait différent ou suspect. Poirot lui demanda alors de décrire précisément son repas. Johnson énuméra ragoût de bœuf, pommes de terre, carottes et une tarte aux pommes en dessert. Exactement ce que servait habituellement la cantine.
Avez-vous bu quelque chose avec votre repas? Le soldat réfléchit avant de répondre. Un verre de bière et un café. Et ce café, il avait un goût normal? Insista Poirot. Johnson fronça les sourcils, essayant de se rappeler. Maintenant qu'il y repensait, le café avait effectivement un arrière-goût légèrement amer, mais il avait mis cela sur le compte de la mauvaise qualité habituelle de la cantine. Le détective hocha pensivement la tête. « Ben, vous avez été très utile, soldat Johnson, » conclut Poirot en se levant. « Une dernière question. Gardez-vous un souvenir de ce que vous avez fait de votre tasse de café après l'avoir terminée? » Le jeune homme réfléchit intensément, avant d'admettre qu'il ne s'en souvenait pas. Tout était devenu confus après son malaise. De retour dans le bureau de l'amiral Sinclair, Poirot demanda à interroger le personnel de la cantine. Le capitaine Harrington organisa rapidement une réunion avec la chef cuisinière, Madame Patterson, une femme robuste d'une 60aine d'années qui dirigeait les cuisines depuis 20 ans. « Le café servi hier soir, qui l'a préparé ?» demanda Poirot après les présentations d'usage. Madame Patterson expliqua que c'était elle-même qui préparait toujours le café, avec la même méthode depuis des années. Rien d'inhabituel dans la procédure de la veille. Elle semblait sincèrement troublée par les questions du détective. Poirot demanda alors à visiter les cuisines. L'endroit était impeccable, organisé avec une efficacité militaire. Les casseroles brillaient, les plans de travail étaient immaculés. Dans l'arrière-cuisine, des rangées de tasses propres attendaient par le service suivant. « Où se trouvent les tasses utilisées hier soir ?» questionna le détective. Madame Patterson expliqua qu'elles avaient toutes été lavées ce matin, comme d'habitude. Poirot examina néanmoins les éviers et les bacs de lavage, avec attention. Dans le siphon d'évacuation, il aperçut quelque chose qui brilla faiblement. Avec des pincettes, il récupéra un minuscule fragment de verre, pas plus grand qu'un ongle. « Avez-vous cassé de la vaisselle récemment ?» Madame Patterson secoua la tête avec véhémence. Dans sa cuisine, on ne cassait rien. Elle y veillait personnellement. Poirot enveloppa soigneusement le fragment dans son mouchoir. Ce petit morceau de verre pouvait être crucial pour résoudre l'énigme. Le détective demanda ensuite si quelqu'un d'extérieur au personnel habituel était entré dans les cuisines la veille. Madame Patterson réfléchit longuement. Oui, maintenant qu'elle y pensait, un homme était venu livrer des provisions vers 17 heures. Un nouveau livreur qu'elle n'avait jamais vu auparavant, mais qui portait l'uniforme du fournisseur habituel. « Pouvez-vous me décrire cet homme ?» Poirot sortit immédiatement son carnet. Madame Patterson se souvenait d'un individu de taille moyenne, avec une casquette enfoncée sur la tête et une écharpe qui lui couvrait le bas du visage. Elle avait trouvé cela étrange pour la saison, mais n'avait pas posé de questions. Et ce livreur, est-il resté seul dans la cuisine à un moment donné? La cuisinière admit que oui, pendant qu'elle signait le bon de livraison dans le bureau adjacent. Peut-être 2 ou 3 minutes, tout au plus. Poirot remercia Madame Patterson et se tourna vers le capitaine Harrington avec une expression grave. « Mon capitaine, je crois que nous avons affaire à une opération soigneusement planifiée, » déclara Poirot en quittant les cuisines. Le soldat Johnson a été drogué pour créer une opportunité. Maintenant, nous devons découvrir qui connaissait son horaire de garde et qui avait un intérêt à voler ses plans. Dans l'après-midi, Poirot se retira dans un bureau mis à sa disposition pour réfléchir. Sur la table devant lui, il avait disposé tous les éléments de l'enquête, les photographies des suspects, le registre des visites, les fibres textiles trouvées près de la porte, le fragment de verre. Ces petites cellules grises travaillaient intensément, cherchant le lien entre tous ces éléments. Le capitaine Harrington entra avec de nouvelles informations. Le fragment de verre avait été analysé par le laboratoire.
Il provenait d'une fiole pharmaceutique, probablement utilisée pour contenir un médicament ou une drogue. L'analyse du café servi au soldat Johnson avait également révélé des traces de laudanum, un puissant soporifique. Alors quelqu'un a délibérément drogué le garde pour pouvoir voler les plans, résuma Harrington en s'asseyant lourdement. Mais qui? Et surtout, comment cette personne a-t-elle pu entrer dans la salle du coffre sans être vue? Poirot tambourinait pensivement, des doigts sur la table. Il y a quelque chose qui me tracasse dans cette affaire, murmura le détective. Les alibis sont trop parfaits, trop bien construits, comme si chacun des suspects s'était préparé à être interrogé. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant le crépuscule tomber sur Londres. Soudain, une idée traversa l'esprit de Poirot comme un éclair. « Capitaine, dites-moi, à quelle fréquence la rotation des gardes est-elle décidée ?» Harrington expliqua que le planning était établi une semaine à l'avance et affiché dans la salle de garde. N'importe quel membre du personnel pouvait le consulter. Et ce faux livreur, savons-nous quelque chose de plus à son sujet? Poirot se retourna vivement. Le capitaine secoua la tête négativement. Le vrai fournisseur avait été contacté et confirmait n'avoir envoyé personne au ministère hier. L'homme qui s'était présenté était un imposteur. Poirot demanda alors à revoir les photographies des 4 suspects. Il les étudia longuement avec sa loupe, comparant les traits, les statures. Quelque chose dans l'une des photos attira particulièrement son attention. « Capitaine, Sir Robert Wentworth a-t-il un frère ou un proche parent qui lui ressemble ?» Harrington sembla surpris par la question. Après réflexion, il confirma que Sir Robert avait effectivement un frère cadet, Harold Wentworth, avec qui il était en froid depuis des années. Harold vivait dans le sud de la France et avait eu des démêlés avec la justice dans sa jeunesse. Poirot se frotta les mains avec satisfaction. « Maintenant, mon ami, nous progressons, » déclara-t-il avec un sourire. « Il reste néanmoins une pièce importante du puzzle à découvrir. Où sont les plans actuellement? S'ils ont été volés pour être vendus à une puissance étrangère, le transfert n'a peut-être pas encore eu lieu. » Le lendemain matin, Poirot convoqua les 4 suspects dans le bureau de l'amiral Sinclair. L'atmosphère était tendue, chacun se demandant pourquoi le détective belge avait organisé cette réunion. Sir Robert Wentworth affichait son arrogance habituelle. L'amiral Sinclair restait stoïque. Léonard Marsh semblait nerveux, et le capitaine Harrington visiblement mal à l'aise. « Messieurs, je vous ai réunis ici car j'ai résolu le mystère des plans volés, » commença Poirot en les observant un par un. Cette affaire présentait plusieurs aspects intéressants, notamment le fait que le voleur devait nécessairement connaître la combinaison du coffre. Un silence pesant suivit ces paroles. Poirot expliqua sa théorie. Le soldat Johnson avait été délibérément drogué pour créer une fenêtre d'opportunité. Le faux livreur qui s'était introduit dans les cuisines était en réalité Harold Wentworth, le frère cadet de Sir Robert. Mais pourquoi Harold aurait-il volé ses plans? Demanda l'amiral Sinclair. Parce que Sir Robert le lui avait demandé, répondit calmement Poirot. N'est-ce pas, Sir Robert? L'homme politique bondit de sa chaise, le visage rouge de colère. C'est une accusation ridicule. Je n'ai rien à voir avec cette histoire, protesta-t-il avec véhémence. Poirot continua imperturbablement. Vous aviez de lourdes dettes de jeu, Sir Robert. Pas votre frère, mais vous. Vous avez utilisé les dettes de Léonard Marsh pour détourner les soupçons. Mais c'est vous qui étiez financièrement désespéré. Il sortit de sa poche une lettre. Cette missive de votre banquier, que j'ai obtenue ce matin, confirme que vous êtes au bord de la ruine. Sir Robert pâlit visiblement, mais tenta de garder contenance.
même si j'avais des difficultés financières, cela ne prouve rien. Sa voix manquait désormais de son assurance habituelle. J'étais à l'ambassade de France hier soir. Vous ne pouvez pas le nier. Effectivement, vous étiez à ce dîner, acquiesça Poirot. Mais votre frère Harold, lui, était ici. Il s'est introduit dans les cuisines, a drogué le café du soldat Johnson, puis a attendu le moment propice. Vous lui aviez fourni la combinaison du coffre. Le détective se tourna vers les autres. Sir Robert est le seul qui ne soit pas venu au ministère depuis une semaine. Pourquoi? Parce qu'il voulait établir qu'il n'avait aucune raison de connaître l'horaire du garde. Mais l'amiral Sinclair intervint. Comment Sir Robert aurait-il pu communiquer la combinaison à son frère s'ils sont en froid? Poirot sourit. Ils ont prétendu être en froid, mon amiral. Une fiction soigneusement entretenue pour que personne ne les associe. En réalité, Harold travaille pour son frère depuis des années. Les fibres grises que j'ai trouvées près de la porte du coffre provenaient d'un pardessus de qualité, pas d'un uniforme militaire, poursuivit Poirot. Harold portait des vêtements civils sous son déguisement de livreur. Après avoir drogué le café, il s'est changé, a attendu que le garde soit indisposé et a volé les plans. Sir Robert s'effondra dans son fauteuil, vaincu. « Je n'avais pas le choix », murmura-t-il. « Mes créanciers allaient me détruire. Un agent étranger m'a proposé une fortune pour ses plans. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Harold devait les récupérer et les livrer ce soir à un contact à Southampton. L'amiral Sinclair ordonna immédiatement l'arrestation de Sir Robert. Capitaine Harrington, envoyez un télégramme urgent à Southampton. Il faut intercepter Harold Wentworth avant qu'il ne remette les documents. » Le capitaine salua et quitta précipitamment la pièce. « Comment avez-vous su que c'était Sir Robert ?» demanda Léonard Marsh, visiblement soulagé d'être innocenté. 2 jours plus tard, Poirot recevait la visite du capitaine Harrington dans son appartement de Whitehaven Mansions. L'officier apportait d'excellentes nouvelles. Harold Wentworth avait été arrêté à Southampton au moment précis où il s'apprêtait à remettre les plans à un agent allemand. Les documents avaient été récupérés intacts. Sir Robert a tout avoué, expliqua Harrington en acceptant une tasse de tisane. Ses dettes s'élevaient à plus de 50 000 livres. Il avait été contacté par des espions allemands il y a 3 mois. Le capitaine secoua tristement la tête. Un homme si brillant, détruit par sa cupidité et sa faiblesse. Poirot écoutait en sirotant son chocolat chaud. La faiblesse humaine, mon ami, est souvent la clé de ces mystères. Sir Robert n'était pas un criminel né, mais un homme acculé qui a fait les mauvais choix. Il posa délicatement sa tasse. Son frère Harold, lui, était plus vénal, motivé uniquement par l'argent. L'amiral Sinclair avait personnellement remercié Poirot et lui avait offert une récompense généreuse que le détective avait acceptée avec sa modestie habituelle. Léonard Marsh avait été complètement blanchi et pouvait désormais continuer son travail sur le sous-marin sans l'ombre du soupçon. Le jeune soldat Johnson avait été félicité pour sa coopération et promu caporal. Il reste néanmoins une question, a dit Harrington en fronçant les sourcils. Comment avez-vous deviné que Sir Robert et son frère n'étaient pas réellement en froid? Poirot sourit mystérieusement. Sur la photographie de Sir Robert, on voyait une chevalière très distinctive à son petit doigt. Lors de ma visite, j'ai remarqué qu'il ne la portait plus. Le capitaine semblait perplexe. Je ne comprends pas le rapport. Poirot expliqua patiemment. Quand j'ai interrogé Madame Patterson sur le faux livreur, elle a mentionné qu'il portait une écharpe malgré la douceur du temps. Mais elle a aussi dit avoir aperçu une chevalière identique à celle de Sir Robert, quand l'homme a signé le bon de livraison. Les frères devaient porter des chevalières jumelles, héritage familial sans doute. Sir Robert avait cessé de porter la sienne pour ne pas attirer l'attention sur cette ressemblance. Mais Harold avait oublié de retirer la sienne lors de son déguisement. Harrington secoua la tête avec admiration. Un détail si minuscule, et pourtant si révélateur.
Poirot se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Le soleil brillait enfin sur Londres, après des jours de brouillard. C'est toujours ainsi, mon ami. Les grands criminels sont souvent trahis par les petits détails qu'ils négligent. La méthode, l'ordre et l'observation minutieuse finissent toujours par triompher. Le capitaine Harrington prit congé peu après, laissant Poirot seul avec ses pensées. Le détective belge contemplait la ville en contrebas, satisfait d'avoir une fois de plus empêché un désastre national. Quelque part dans Londres, un sous-marin révolutionnaire pourrait bientôt être construit grâce à des plans désormais en sécurité. Et Hercule Poirot, avec ses petites cellules grises et sa moustache impeccablement cirée, avait une fois de plus démontré que rien n'échappait à son regard perçant. Miss Lemon entra discrètement avec le courrier du soir, et la vie reprit son cours normal à Whitehaven Mansions, dans l'ordre et la méthode qui caractérisaient l'existence du plus grand détective du monde.